retrouvons, ravi de vous voir à nouveau dans le cadre de notre seconde saison. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est quelque chose de très important. Je ne sais plus comment on dit pour faire les pouces, il faut mettre des pouces. Liker. Voilà. Liker. C'est ça. Pauline, nous avons le plaisir de vous recevoir parce que vous nous avez donc écrit un livre qui aborde la théorie du genre. Enquête sur la dysphorie du genre. Pauline Quillon, bonjour. Bonjour Albéric. Nous avons Samuel. Alors Samuel, vous êtes rédacteur en chef d'actualité pour Famille Chrétienne, pour Mission. Samuel Prévost, bonjour. Et puis un grand plaisir de vous revoir. Bonjour Albéric. Et puis nous avons Éloi de la Bastille, étudiant en économie. Alors Éloi... bonjour Éloi, et nous t'avons régulièrement actuellement, parce que c'est bien d'entendre aussi la jeune génération nous donner son avis. Certes, c'est un plaisir en tout cas. Donc une mission assez lourde, là, oui. qui représente une partie de ta génération, parce qu'il y en a d'autres certainement, peut-être qui avec un autre look. C'est le mot qu'on puisse dire. Alors, parce que le patrimoine, chacun a son patrimoine, mais y a-t-il un patrimoine commun dans une confusion culturelle? Comment initier un patrimoine commun? Alors, qu'est-ce que je veux aborder avec vous? J'ai en tête cette arrivée, ces nombreuses arrivées au Panthéon durant le quinquennat de Macron. Jean d'Ormesson et le petit crayon de bois aux Invalides posé sur son cercueil, qui quand même est ce symbole des lettres qui se présente comme un point commun et qui quand même, Jean d'Ormesson, était reçu par tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé quand il a été suprêmement décoré de la Légion d'honneur, je crois, aux dignitaires de la Légion d'honneur. Il a dit, vous savez, ce qui est le plus admirable, c'est que ça soit mon ennemi qui me décore. Voilà, et veuille me décorer. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, il touchait tout le monde. Fait-il partie de ce patrimoine commun de notre 21e siècle? C'est une grande question. La cathédrale a brûlé, cathédrale Notre-Dame, une émotion, même internationale, mais une émotion nationale, de tous, sans exception. Charles de Gaulle a été cité et nommé par tous les partis politiques pendant la campagne présidentielle. Donc voilà peut-être un point commun, peut-être, qui est en train de se dessiner, ou une interprétation, ça on en avait parlé dans d'autres émissions. L'Union européenne qui piétine, qui a du mal à avancer, qui est voilà, le derrière entre deux chaises, pour être poli. Hein. La question du communautarisme. Est-ce qu'on peut parler de points communs lorsque, surtout dans la situation urbaine et en banlieue, il y a du communautarisme qui quand même se confirme, ou alors le pluralisme qui se cherche, voilà. Un décor politique très surprenant où gauche, droite, centre se retrouvent derrière la tête de M. Macron, alors qu'il y a encore 5 ans, tout le monde se disputait et chacun défendait son patrimoine politique et sa différence. La Corse, avec tout ce qui s'est passé, qui quand même, pour une grande partie, choque énormément, même les Corses eux-mêmes, mais tous ces derniers événements qui ont frappé l'actualité. La Bretagne, du coup, s'y met, demande de l'autonomie, mais d'une manière beaucoup plus élégante, même si je respecte les Corses, mais bon. Enfin, bon, vous voyez un peu ce décor, et quel est notre patrimoine commun? Alors, cher Albéric, je ne voudrais pas vous décevoir, mais ce patrimoine commun, à vue humaine, il est plutôt derrière nous que devant nous. Je vais vous prendre un exemple, je pense que vous allez tout de suite... je ne sais pas si vous allez abonder dans mon sens, mais vous allez comprendre. Il y a un mot qui revient, une expression, et qui, moi, maintenant, me hérisse le poil. Pourtant, je suis un gentil garçon. Hein. C'est vivre ensemble. Vivre ensemble. Ah oui, vivre ensemble. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. Vivre ensemble. Moi, j'en peux plus de vivre ensemble. Parce que quand vous en est arrivé à ce slogan minimaliste, ça veut dire que l'autre, votre voisin, celui qui voyage avec vous dans le train, celui qui fait ses courses à la boulangerie ou ailleurs, est devenu pour vous un étranger, au sens propre et au sens figuré. Quand vous en êtes arrivé à vous demander comment vivre ensemble avec l'autre,
c'est qu'en fait que les autres sont devenus des étrangers. C'est extrêmement grave. Du coup, votre question Albéric est très noble. Quel est notre patrimoine commun? Mais là, en fait, on n'est plus au niveau du patrimoine commun. La question Albéric n'est pas de savoir si le Titanic va arriver à l'heure. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a assez de bateaux de sauvetage. Enfin, je dramatise un peu, mais pas loin. Et je prends une dernière image pour me faire comprendre. Le fait de vivre ensemble, la France a toujours été un puzzle de territoire, un puzzle d'ethnie, de tradition, de langue. Sauf que ce puzzle avait une forme qui pouvait se métamorphoser au fil des décennies, des siècles. Mais une forme. Là, on vit un moment qui est difficile, et je pense que beaucoup de ceux qui regardent vont le sortir dans leur tripes. Le puzzle est en vrac. Alors je dis ça parce que moi, je ne sais pas faire les puzzles. Moi, j'admire mon petit-fils, il a 3 ans, il sait faire des puzzles avec 50 pièces, 100 pièces. Moi, ça m'angoisse, les puzzles, parce que je vois que quelque chose avait une forme, un sens, et que tout est en vrac. Et moi, ça ne me plaît pas, le vrac. Et du coup, c'est la ruine. Actuellement, tout est foutu, tout est cassé. Rien n'est jamais foutu. Enfin, Oui. Dans un regard de chrétien, rien n'est jamais foutu, parce que nous attendons pas la première partie, mais la seconde partie, le retour du Christ. Donc tout est déjà gagné, rien n'est foutu. Mais du point de vue humain, de se poser la question en 2022, quel est le patrimoine commun des Français? On peut faire du violon, mais si on veut dire la vérité, il y a un état d'urgence. Parce qu'on n'a quasiment plus de patrimoine commun. Qu'est-ce que les Français ont en commun en termes de destin? Eh bien, sincèrement, il faut faire une short list avec 10 points, 5 points, 2 points. On va avoir du mal. Vous me direz, si, l'équipe de foot. Même pas sûr. Moi, je ne suis pas très foot, par exemple. Enfin, mais si l'équipe de foot était en finale pour le mondial, bien sûr, j'acclamerais. Il y a... Oui, Éloi. Oui, moi, je trouve ça assez vrai. Vous parliez tout à l'heure de l'événement de Notre-Dame qui a brûlé. On a vu une émotion planétaire. On a tous pensé que ça nous avait tous réunis autour de ce drame absolu, comme si on avait retrouvé une unité pour un instant, même en France avec tout le monde. Mais la réalité, c'est que à ce moment-là, on a eu par exemple des étudiants de l'UNEF qui ont eu des propos extrêmement déplacés. Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est un délire de petits blancs qui pleurent pour une cathédrale. C'est quand même hallucinant qu'on ait... Et encore aujourd'hui, on a fêté il n'y a pas longtemps les 3 ans de l'incendie. On a retrouvé pendant les manifs de la Sorbonne, sur les murs de la Sorbonne, des tags, c'est nous qui avons brûlé Notre-Dame. En réalité, ce patrimoine commun, qu'on estime commun à tout le monde et on a eu l'impression de nous a tous rassemblés, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est ça qui est assez dramatique. Pour autant, je pense qu'il y a de l'espoir, parce qu'évidemment, quand on voit les écoles comme le cours des frères Montgolfier, on remarque que même avec des élèves, des enfants de toute religion, toute tradition, des cultures extrêmement différentes qu'on pourrait considérer comme incompatibles, on arrive à avoir des enfants qui s'intègrent et qui sont heureux et qui ont envie justement d'appartenir à ce patrimoine commun, mais aussi parce qu'on leur donne la possibilité de le découvrir. Je prends l'exemple au cours des frères Montgolfier, quand on les emmène voir les tapisseries d'Aubusson, c'est quelque chose que tous les élèves qui ont une culture totalement différente n'ont pas l'occasion d'aller voir, mais la réalité c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas besoin d'être forcément éduqué au beau. Le beau est le beau. Et si on arrive à emmener tous les élèves et à leur montrer ça, ils le verront par eux-mêmes, ils seront heureux d'y appartenir, ils seront heureux de se reconnaître là-dedans. Donc je pense qu'il y a quand même un espoir, au même titre que ce dont on avait parlé hier dans d'autres émissions, avec les personnages emblématiques. On a des personnes qui nous ont dit que ce n'était pas forcément ce qui est le plus important. Moi, j'estime que c'est quelque chose de très important. Et si on arrive à se reconnaître et à trouver des vertus dans des grands symboles ou des grands personnages, on peut tous se retrouver autour d'un patrimoine commun tout de même. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut attaquer tôt, à la racine. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans l'éducation. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait des écoles qui, justement, essayent de remettre ça dans l'éducation et dans l'instruction. Nous avons l'impression d'avoir des personnes qui veulent retrouver ou conserver un patrimoine commun, et puis d'autres qui veulent nous ouvrir les yeux sur le patrimoine commun de demain, un objectif à atteindre, une nouvelle civilisation, une nouvelle société. Comme nous sommes tous d'accord que nous avons vraiment l'impression de vivre une époque charnière, où il y a quelque chose qui bascule. C'est pas basculer et tomber, mais il y a quelque chose qui est en train de basculer. Ça, nous sommes tous d'accord. Et nous assistons à cela. Quel est-il? Est-ce que nous sommes des anciens membres de l'Empire romain qui devons commencer à comprendre que nous allons quitter la dernière légion et nous installer et rentrer dans une nouvelle ère qui sera l'ère féodale? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une stratégie géopolitique qui est claire et qui finalement ne se cache pas. Et pour moi, à mon sens, elle est nette. On n'appauvrit pas, mais on
on met un peu sous le boisseau des grands aspects de l'histoire qui pourraient nous rappeler ce qu'était notre point commun initial du passé, pour laisser place à un développement de ce que sera notre point commun, qui notamment, par exemple, est l'Europe. Pour construire l'Europe, il faut être comme le Royaume de France. Il faut que la Bretagne, au moment où le Royaume de France a besoin d'unité, soit une identité, une fierté, mais que l'on est d'abord sujet du roi de France. Vous voyez, et donc du coup, ça se fait par le lit. Hein. Bon, ça on le sait. Et ça en est payé 2 rois. Bon, mais elle avait du fort caractère. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une opération de noyade de ce qu'est l'identité française jusqu'à aujourd'hui, pour que la France reste une fierté, reste quelque chose, mais qui se fond dans l'unité européenne, pour que le point d'union maintenant ne soit plus Paris, mais Bruxelles et l'Europe. Et qu'on est en train de nous faire passer à cela. Et que finalement, bêtement, nous sommes peut-être en train de passer à côté d'une histoire qui marquera les siècles à venir, c'est-à-dire comment la France a fait son apport, a apporté quelque chose au patrimoine européen, et que maintenant le patrimoine européen commun serait beaucoup plus à réfléchir et à préserver que de rester dans notre petite case. C'est un sujet très difficile parce que nous sommes nombreux à déplorer ou à avoir une certaine tendresse pour ce qui disparaît, pour justement les références que nous pouvions avoir en commun. Vous disiez que on pouvait encore créer de l'unité autour d'œuvres d'art ou d'objets patrimoniaux. C'est tout à fait exact. Mais je me demande ce que ça peut signifier vraiment quand la culture qui a rendu possible, toute culture en fait est spirituelle, a rendu possible cette éclosion patrimoniale, artistique, etc., est en train de s'éroder, de disparaître. Le patrimoine français est une certaine façon de penser l'homme, de penser justement donc, le pouvoir, les relations femmes, etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui disparaît. Alors on peut refaire du commun avec de l'histoire. Effectivement, on peut raconter à nouveau les grandes figures, on peut faire rêver, on peut créer de l'identification. Moi, je me demande quand même si on n'est pas en train de chercher à toute force à retenir quelque chose qui effectivement est derrière nous. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes en train d'accoucher d'un monde nouveau, totalement nouveau, avec une culture qui va vraiment nous étonner, peut-être en partie nous émerveiller. Il faut aussi avoir confiance dans ce qui peut advenir. Je ne dis pas qu'il faut désespérer ou vraiment déclarer obsolète le patrimoine d'hier, mais c'est vrai qu'à trop vouloir uniquement y chercher les ressources pour demain, on risque peut-être de ne pas entendre effectivement ce qu'il faut construire aujourd'hui. Mais là, tout est à construire, effectivement. Samuel, une réaction ? Oui, je trouve ce que vient de dire Pauline est tout à fait passionnant. On a du mal en fait à voir cet avenir parce que c'est une période de basculement, donc d'accouchement. Je pense que l'image est très juste. Et du coup, certains d'entre nous, peut-être moi-même, pourtant je ne suis pas du tout un garçon pessimiste ni peureux, on se dit peut-être, probablement, nous allons accoucher d'un monstre. Et donc c'est particulièrement horrible parce que nous sommes la maman. Donc ce n'est pas la voisine qui va accoucher d'un monstre, c'est notre propre continent, c'est notre propre pays, c'est nous-mêmes. Mais à propos de l'avenir, je voulais juste faire une correction ou une mention. Je pense qu'on ne peut pas se projeter dans notre avenir commun, national, ou continental, européen, si on fait totalement l'économie de l'endroit d'où nous venons. Par exemple, quand vous avez un GPS, alors c'est vrai que le GPS ne garde pas la trace forcément de l'endroit par lequel vous êtes passé, mais un GPS, il y a quand même un point de départ et on espère un point d'arrivée et vous êtes quelque part. Et du coup là, c'est comme si on disait, bon, alors on est en voyage, alors on ne sait pas du tout où on va, hein. On ne sait pas si c'est le nord, si c'est le sud, l'est, mais on y va, on y va en accélérant. En revanche, on a oublié en fait l'endroit d'où on venait, hein, mais on y va, on sait qu'on est en mouvement.
Et ça, c'est très, très flippant. Il y a une citation que j'aime beaucoup, enfin que je reprends avec mes mots parce qu'elle était plus belle à l'origine. C'est une citation de Maritain des années 50. On va se dire, oh là là. Certains candidats à la présidentielle auraient dit, bon, dans les années 50, tout allait bien. Maritain disait, bah non, ça commençait déjà à être cette glissade. Maritain disait, nous vivons dans un monde où tout, il parlait de la France, hein, où tout devient hiéroglyphe. Les Français se promènent dans leur pays, et évidemment leurs églises, etc., comme devant des hiéroglyphes. Ils ne trouvent pas que c'est moche, ils ne trouvent pas que ça n'a aucun sens. Ils disent juste, personne ne nous a expliqué comment les lire. Et donc ils se tournent vers le voisin en disant, alors ça veut dire quoi là? Il y a marqué baptistère, ça servait à quoi? C'est un endroit où on allait boire ou est-ce que... Je ne sais pas. C'est beau, hein? Oui, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est l'endroit où ils faisaient leurs toilettes. Enfin, j'exagère exprès. Hein. Du coup, je pense qu'un impératif, et là c'est un peu ma casquette revue mission, c'est-à-dire que là aussi, catholiques, nous on a une responsabilité énorme. On va dire, mais arrêtez de nous parler de Jésus le matin, le midi et le soir. C'est pas une médication, Jésus. Alors peut-être qu'on croit que c'est pas une médication, mais à ce moment-là, si on ne parle plus de Jésus-Christ et de ce Jésus qui a engendré la culture, c'est ce que dit Benoît XVI au Bernardin hein, à Paris, eh bien, on ne va plus comprendre l'histoire de l'art, on ne va plus comprendre notre littérature, on ne va plus comprendre notre histoire, les raisons des plus grandes choses et les raisons aussi de nos plus grandes batailles qui ne sont pas les plus belles, hein, les guerres de religion. Du coup, à force de taire Jésus, non seulement le plus grave, c'est qu'on perd la vie éternelle, donc là, c'est très mauvais, mais on perd même en fait le sens de tout ce qui nous entoure. Et je m'arrêterai parce que je suis trop long. Je pense que pour continuer ce que disait Pauline, je pense qu'il faut, nous chrétiens, ne surtout pas avoir la trouille de demain. Mais il y a une seule condition pour ne pas avoir peur de demain, c'est de savoir d'où l'on vient et de retrouver cet élan vital qui est l'élan de notre croissance. Moi, j'ai 52 ans, peut-être que je vivrai jusqu'à 60 ans ou 80 ans. Mais il faut que je retrouve cet élan vital qui fait que je suis, moi, de l'âge de 7 ans à 50 et peut-être 75 ans. Et ça, c'est perdu. J'ai très peur du bricolage dans cette phase de transition. J'ai été vraiment très marqué par le pèlerinage que j'avais fait, le voyage à Rome. Et plusieurs fois de suite, j'ai été visiter, vous savez, cette fameuse basilique de Saint-Clément. Vous avez dessous la première basilique et encore dessous la rue et la maison de Clément. D'accord? Rue d'ailleurs qui s'était transformée quand elle était devenue, parce que Rome, il rasait, il coupait en deux et il reconstruisait par-dessus. Il coupait en deux, il reconstruisait. Et ce que je trouve très intéressant dans cette visite archéologique, c'est que quand on regarde la toute première basilique, vous avez toutes les colonnes disparates. Elles ne se ressemblent pas et elles sont la récupération de tous les temples antiques de la Rome écroulée et déchue. Et donc les catholiques et les Romains de l'époque vont construire des églises, des basiliques, avec les morceaux des choses. Et je trouve que nous avons... alors, et après, on prétend avoir fait un truc fantastique. Finalement, on se pose, on ne détruit pas la basilique, mais on l'enterre, et on construit par contre quelque chose qui est admirable, qui encore aujourd'hui est debout, la basilique Saint-Clément, avec l'histoire bien mesurée, l'harmonie, d'ailleurs un enseignement ancestral qui est hyper intéressant sur les chairs, où il y a 3 chairs, parce que bon voilà, il y a la résurrection, etc. Enfin, il y a une magnifique fresque sur la création. Bon. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à la chose suivante, c'est que moi je trouve qu'actuellement on est dans le chantier équivalent à la première basilique. On prend des morceaux un peu partout selon nos sensibilités et notre observation, sans rien comprendre, et on prétend avoir fait un édifice magnifique, déjà, et qui est nouveau et qui n'a plus rien à voir. Et alors du coup, on se sert de l'Assemblée nationale pour nous faire passer des lois qui n'ont aucun sens humain, aucune prise de recul, mais que seulement abordées de manière émotionnelle, au détriment de la vie et du respect de la vie humaine. Et puis, maintenant, c'est sur l'économie, c'est sur même la vie sociale, relationnelle, etc. Donc, c'est plus que seulement sur le plan éthique, c'est sur tous les domaines. Et nous sommes là dans un bricolage avec une Europe qui se refuse, mais qui finalement s'impose parce que les référendums, etc., ont dit non et finalement on a fait passer le traité,
avec un président qui est plus d'âme président européen que président de la France. Et voilà, on bricole, on bricole, on bricole. Et je trouve ça très déstabilisant. Alors, est-ce qu'on est cette génération, même avec la génération des lois, sacrifiée dans cette incertitude, dans ce voyage? Et peut-être que justement, au lieu de pleurer ce que nous venons de quitter dans notre voyage, nous devons peut-être donner déjà un projet pour l'objectif que nous allons atteindre. C'est-à-dire comment déjà la parole de Dieu qui ne s'éteint pas et qui traverse le temps va rayonner, etc. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos élèves du coup en formation? C'est un beau patrimoine, mais en quoi il peut être utile quand même ce patrimoine quitté? Je te vois avec un visage grave, parce que tu es sidéré, mais c'est... Je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, je pense que c'est très important d'essayer de construire ce qui va arriver. Mais pour autant, je pense qu'on ne peut pas juste se dire on est dans une étape où on va prendre ce qu'on a et on va construire avec ça. Parce que je pense que c'est impossible de se construire si on ne comprend pas d'où on vient. Effectivement, moi je reprends l'image du GPS qui est tout à fait vrai. Il y a une citation de Tocqueville que j'apprécie énormément qui dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Je pense que c'est extrêmement vrai. On ne peut pas... D'ailleurs, le réflexe d'un enfant qui est adopté, c'est quoi? C'est de chercher, de savoir qui sont ses parents. On ne peut pas se construire, on ne peut pas avancer dans la vie si on ne sait pas d'où on vient, si on ne comprend pas d'où on vient. Et par exemple, je suis assez marqué, effectivement, je pense qu'on est une génération sacrifiée sur certaines choses. Mais nous, quand on vous parlait du Panthéon tout à l'heure, quand on étudie l'histoire du Panthéon, on pense que c'est le temple des grands hommes de la République, enfin des grands hommes et des grandes femmes de la République maintenant. Et en fait, on ne nous a pas du tout expliqué, déjà on ne nous fait pas visiter le Panthéon, on nous le montre, on nous montre le discours de Malraux par exemple, etc. Mais on ne nous le fait pas visiter. Et on ne nous explique certainement pas que le Panthéon est en fait l'église Sainte-Geneviève et qu'il y a quand même, en haut du Panthéon, siège pas uniquement le drapeau français, siège la croix tout en au-dessus du drapeau. Et qu'en fait, toute cette histoire, non mais en réalité c'est bête, mais c'est notre histoire, il faut comprendre d'où on vient. Et si on visitait le Panthéon aussi, mais on verrait les fresques de Sainte-Geneviève qui expliquent l'histoire de Paris, qui montrent la création de Paris. C'est incroyable, on apprend énormément de choses, mais ça, on se passera bien de vous l'apprendre. On vous montrera juste le temple de la République comme ça, comme s'il avait été pondu pour accueillir Zola, etc. Et ça, je pense que c'est dramatique, vraiment dramatique. Et je pense pas qu'on puisse construire, on peut pas construire sur du chaos. On peut pas juste prendre des morceaux. On peut pas prendre des morceaux de plein de puzzles et essayer de faire une image avec. Ça marche. Et je pense que ça ne marchera pas. C'est même dangereux. Et je pense que oui, c'est dangereux. Parce qu'il y a une perte totale de sens. Parce que, vous voyez, Saint-Clément, c'est beau, on se dit, ah, c'est la conversion de l'Empire, et puis on a récupéré, C'est grave d'avoir démoli les temples. Je suis désolé, mais en tant que même catholique bien convaincu, avec mon regard du XXIe siècle, très orgueilleux, je trouve que c'est grave. Alors que c'était certainement dans le contexte une belle victoire. Mais c'est grave. Et par contre, j'aime bien cette église qui, au Forum, se trouve à l'intérieur d'un ancien temple. Vous voyez, on voit les ruines du temple et on voit l'église qui est au milieu, qui est là. Ils se sont servis de l'église. Ils se sont servis de la basilique, enfin du petit temple, et ils en ont fait une église. Ça, c'est bien. Alors, pour revenir à des images architecturales, alors pour mal parler, je dirais, je kiffe Saint-Clément. Alors là, voilà. J'ai la chance de préparer un voyage avec un de mes fils, justement, où on veut lui faire visiter Saint-Clément. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je voudrais parler d'un bâtiment qui est plus proche, qui est en France, qui est à Paris, et dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le bâtiment des Bernardins. Ah oui. Et donc il y a un discours qui est vraiment épatant donc, de Ratzinger, de Benoît XVI, qui est un discours justement sur la culture. Mais il dit quelque chose qui nous dérange. En fait, moi, qui me dérange, mais que je trouve fondamentalement vrai. Il est dans un contexte monastique, puisque les Bernardins, ce sont des cisterciens normalement qui sont à la campagne, mais qui vont étudier à Paris, pas toute leur vie monastique, mais un petit temps de formation. Et Ratzinger dit la chose suivante. En fait, notre culture européenne, elle est née par surcroît. On dit non, c'est notre culture. Elle vient donc de la Grèce, de Rome, et aussi du christianisme. Oui, mais et aussi d'ailleurs du judaïsme. Mais comment est-elle venue ? Par le christianisme. Alors Ratzinger dit quelque chose de dérangeant. Il dit ces hommes ne cherchaient qu'une seule chose, pas deux, pas trois, une seule chose. Ils étaient venus ici pour chercher Dieu, l'adorer,
le louer, le contempler. Et par surcroît, cette histoire monastique a accouché d'une grande civilisation. Mais c'est par surcroît, je prends un dernier exemple, et je me tais pour pas être trop long, on se dit, c'est dingue quand même, l'agriculture occidentale, c'est quand même le berceau de l'agriculture, l'Europe. Non, il y a d'abord en fait des moines qui défrichent et qui prient et qui travaillent selon la règle de Saint-Benoît. Et c'est vrai que ça va engendrer l'agriculture contemporaine, l'agriculture moderne. Donc ce que je veux dire, c'est que dans cette période de basculement, la Providence nous permet, on n'est pas tous de même génération, mais nous sommes la génération du basculement. J'exagère pas, en fait, on l'est vraiment. Là, il y a une super accélération. Moi, je pense. Eh bien, pour demain, moi, ce que j'engage nos auditeurs à faire, et là, je suis sûr de ne pas me tromper, c'est la seule fois où je dirais... Il faut, pour ceux qui ont la chance d'avoir la foi et une espérance, il faut vraiment tout miser sur Dieu. Et par surcroît, c'est d'ailleurs écrit dans l'Évangile, et par surcroît, nous engendrerons une culture nouvelle et le meilleur de ce que nous avons vécu demeurera. Mais si on veut le faire en bricolant, c'est fichu d'avance, Albéric. On a une aventure assez incroyable qui est en train de se mettre en place. Après, précédemment, une aventure qui perdure, fondée par Étienne Villemain et Martin, ce sont Lazare, Appât, etc. Et aujourd'hui, Étienne crée, avec la bénédiction même du pape, puisqu'il a eu l'audace de l'appeler le village de François, mais l'image c'est Saint François d'Assise, bien sûr, et il y a quelque chose de très audacieux. Tous les pauvres, tous les petits sont ensemble pour faire de grandes choses, et de laisser le grand se glorifier. Dans cette vie de famille, avec un vrai souci de la liberté et de l'épanouissement. C'est très audacieux, ça nous fait peur, parce que nous, on a des références du passé, mais est-ce que c'est pas ça, justement, ces premiers pas le pape François, avec son encyclique sur l'écologie, rappelant tout l'enseignement de l'Évangile sur l'écologie qui traverse les siècles déjà, et qui est rappelé dans ce contexte. Comment j'habite Y aurait-il actuellement tension pour les uns et les autres en se disant « je suis dans ma forteresse, je défends le patrimoine et j'essaye de le sauver, mais je ne suis plus que dans ma forteresse » ou alors je sors de ma forteresse et je vais conquérir et je vais habiter par ma présence et par la présence de Dieu. Mais cette image, Albéric, elle me semble très juste, c'est que je pense qu'on a la tentation de freiner, enfin un certain nombre de catholiques, enfin, comme moi, on se dit, mais il y a tellement à perdre, ce monde est tellement différent de celui que j'espère voir pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je prends le frein à main, puisque j'ai l'impression que la pédale de frein ne répond plus, je prends le frein à main et je dis stop, je veux plus avancer vers cette destination inconnue. Et ce faisant, je pense qu'il y a un risque, une tentation, c'est non seulement de tuer ce qui reste de notre culture, et en plus de trahir l'Évangile. Parce qu'en fait, en voulant garder ce que nous avons reçu, sans savoir le transmettre, et là je parle de la mission, le transmettre à des gens qui ne sont pas nous, à ces petits gars des banlieues qui finalement parlent autant peut-être la langue de leurs parents ou de leurs grands-parents que la langue française, mais non seulement il faut apprendre le français, mais j'insiste, on a la liberté religieuse, enfin pour l'instant, il faut leur parler de l'Évangile, du français, de l'Évangile et de Louis XIV. Mais avant même Louis XIV, je pense qu'il faut leur parler de Jésus-Christ, parce que Louis XIV, il se mettait à genoux, pas devant la déesse Athéna, il se mettait à genoux devant Jésus-Christ. Il faut impérativement leur dire. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a une grande tentation, qui est la tentation du frein à main ou de la forteresse, que je comprends et que j'admire par certains côtés, en disant c'est trop précieux, nous ne pouvons pas le perdre. Alors, en fait, nous allons tout perdre si nous ne transmettons pas au loin. Il y a un autre frein à main, c'est celui aussi du contexte laïque et du respect de ce contexte qui a plus de 100 ans et qui, quand même, est la marche à suivre dans ce basculement. Ça va être un des patrimoines communs, semble-t-il. Ce qui est assez déroutant pour nous engagés. Moi, je sais qu'au cours des Frères Montgolfier, c'est une école administrativement laïque. Bien sûr, Dieu n'est pas tabou. Nous sommes plus dans l'ordre du non-confessionnel, de l'inconfessionnel. On n'est pas confessionnel, mais on accepte que les gens puissent, dans le cadre de l'école, parler de Dieu entre eux s'ils le souhaitent. Mais comment fait-on justement pour que tout cela, du coup, dans ce contexte-là, il y ait un patrimoine commun ? Quel sera-t-il ? Je vais peut-être vous étonner, Albéric, mais là j'insiste un peu trop, mais je vais être caricatural.
En fait, moi, vivant en Seine-Saint-Denis depuis 52 ans, donc j'ai au moins cette expérience, personne ne pourra me l'apprendre. Je vous prie de croire que la chose que nous avons en commun avec mes voisins en Seine-Saint-Denis, le seul dernier patrimoine, c'est malheureusement pas toujours le drapeau, et ce que j'aimerais bien, c'est Dieu. Parce qu'avec la plupart de mes... Parce qu'avec la plupart de mes voisins qui sont de confession musulmane, il ne faut pas chercher une autre confession parce que le bouddhisme ou d'autres religions cherchent ces peanuts ou les nouvelles religions écologistes, ou tout ça c'est peanuts. Eh bien en fait il y a des points sur lesquels nous sommes profondément non seulement voisins mais compatriotes, mais en fraternité. Je vous donne deux exemples. Qui est très choquant, est-ce que c'est ça qu'il a perçu? Est-ce que c'est ça que le pape François veut nous donner comme message? Alors, il y a une façon de le lire un peu provoque. Je ne sais pas si c'est la mienne que j'ai entendue. C'est de dire, en fait, le pape François dit à l'Europe, l'Europe, c'est devenu une vieille dame. Elle est très fatiguée. Hein. On se dit, mais Saint-Père, il faut nous aider. C'est une vieille dame, elle a une canne, faut peut-être lui donner un déambulateur. Il dit non, je ne lui donne pas un déambulateur parce qu'elle se crispe sur ses derniers bijoux de famille et elle va peut-être mourir de vieillesse et de désespoir sur ses trésors. Et en fait, à mon avis, ce que le pape François nous dit en disant « il vous reste plus beaucoup de santé ». En revanche, vous êtes assis sur un trésor magnifique qui est celui de la fraternité, mais celui de cette fraternité qui vient de l'Évangile. Et le jour où vous ouvrez votre trésor et vous le distribuez, vous verrez que c'est comme les pains dans l'Évangile. Plus vous distribuez et plus vous en avez. Alors forcément, on n'y croit plus puisqu'on ne croit plus au miracle. Mais moi, j'y crois. C'est étonnant et impressionnant, ça me touche. Mais étonnant. Et ça serait cohérent, du coup. Ça serait cohérent. Ça serait cohérent. On va se quitter. Sur les petits pains. Sur les petits pains. Merci beaucoup à tous. Et nous nous retrouvons, bien sûr, bien vite avec les mêmes invités.